Et ensuite, il y a ce que j'appelle le monstre, c'est toutes les décisions politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt collectif. Bon, à Marseille, ça a été la fête, hein, il y a eu ça pendant des décennies, et ça continue aujourd'hui, qui vont être des décisions politiques qui sont là pour des lobbies, si vous voulez. Et donc ça, j'appelle ça le monstre, c'est-à-dire aussi bien dans le légal et l'illégal. Et pour moi, le monstre, ça crée des radicalisations. Ça crée 3 radicalisations, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la radicalisation délinquante, une autre radicalisation, la radicalisation religieuse, qui est aujourd'hui, on parle principalement d'islam, mais les 2 autres religions savent aussi faire la radicalisation religieuse. Et la 3e radicalisation, c'est la radicalisation politique, l'extrême droite, et uniquement l'extrême droite. À Marseille, on est touché par cette radicalisation, comme un peu partout. Pour moi, il y a un seul point de départ, c'est ce monstre. Il y a une seule raison qui mène vers ces 3 radicalisations. Ce qui explique par exemple qu'à Marseille, comme la radicalisation délinquante est la plus forte, tout simplement parce que Marseille est une ville pragmatique, car pauvre. Ils préfèrent tomber dans une délinquance qui rapporte un peu, dans une radicalisation qui rapporte un peu, plutôt qu'une radicalisation qui va être celle de l'islam, par exemple, qui rapporte pas grand-chose, parce qu'il faut aller au paradis ensuite derrière pour avoir les gains, et donc ils n'ont pas cette patience. Donc ils favorisent plutôt la radicalisation délinquante. C'est pour ça qu'il y a assez peu de radicalisation de l'islam, à part dans quelques micro-quartiers avec une durée de vie assez courte. Mais c'est pas une maladie marseillaise, ça, alors qu'on va en trouver un peu plus dans le 9-3, par exemple, parce qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes modes de fonctionnement. Donc il y a ces 3 radicalisations. Dans la fabrique du monstre, je ne mets pas un coup de pied dans la fourmilière comme ça a été dit, je donne le plan de la fourmilière. C'est pas du tout la même chose. Dans la chute du monstre, je raconte comment les conséquences à Marseille de ce monstre ont abouti à un phénomène qui est en ce moment, que je vais lier à la drogue, hein, en bout de chaîne, qui est l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne, des immeubles qui sont effondrés avec des gens dedans. Et c'est ni plus ni moins qu'une conséquence du monstre, de choix politiques foireux, même plus que foireux, qui était orienté vers le gain pour un petit nombre de personnes, une bourgeoisie marseillaise et niçoise qui venait un petit peu se gaver sur les quartiers populaires. Donc il y avait un intérêt à avoir des quartiers pauvres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les quartiers pauvres ont un intérêt pour une autre partie de la population. Et dans Cramer les enfants du monstre, qui correspond à notre sujet d'aujourd'hui, c'est justement ce monstre-là. Qu'est-ce qu'il provoque ? Eh bien, il provoque la montée des trafics de stupes. Et les trafics de stupes, comme je vous l'expliquais, a besoin de main-d'œuvre. Et ces main-d'œuvre, c'est les jeunes qui, pour les cas les plus difficiles, sont surnommés à Marseille, sont appelés les cramés. On les appelle aussi les gremlins ou les microbes. Mais les cramés, c'est le côté destin brûlé vif. C'est les esclaves ou les bourreaux des stupes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on calque aujourd'hui, quand on parle des trafics de stupes, souvent les gens pensent connaître les trafics de stupes parce qu'ils connaissent le trafic de stupes de leur quartier, ou parce qu'ils y ont trempé un petit peu une période de leur vie, ou parce qu'ils ont des copains qui sont dans les stupes. Et ça donne l'impression de connaître les trafics. En fait, non, on connaît un segment du trafic. Et ce segment, il est pris dans quelque chose de tellement plus vaste qu'en fait, des gens qui connaissent réellement les trafics de stupes sont très peu nombreux. Les trafics de stupes, ils ont évolué en trois grosses étapes. Schengen, je ne vais pas y revenir, à partir du moment où fin des années 90, les frontières s'ouvrent, et on commence à avoir une possibilité de transport de produits à travers l'Europe, et on va avoir de la vente au détail qui commence à se mettre en place au pied des cités. Ça existait déjà un peu avant, notamment avec l'héroïne, mais là, vraiment, ça se structure un peu plus. Et on va avoir sur Schengen une structure pyramidale. Et cette structure pyramidale a disparu, et pourtant on continue à penser les trafics de stupes en pensant structure pyramidale. C'est-à-dire, structure pyramidale, je parle de Marseille que je connais bien, mais je sais qu'ici il y a la même chose. C'est-à-dire, jusqu'à la fin des années 2000, non, jusqu'aux années 2010, c'était comme ça. Il y a un grand chef, un caïd, certains diront un parrain, moi j'y crois pas, un caïd, qui avait des lieutenants, qui ont des adjoints, et en dessous une armée, avec un fonctionnement que je dirais paternaliste, c'est-à-dire on essaye de payer un peu convenablement tout le monde. On est plutôt violents les uns envers les autres pour avoir une régulation, pour que la concurrence ne se mette pas tout de suite en place en interne. Mais on a en tout cas des décisions qui sont prises sur l'ensemble de la chaîne par une tête pensante. Aujourd'hui, on continue à penser comme ça, mais ça n'existe plus. Ça s'est arrêté à Marseille en 2006. Il y avait le caïd marseillais qui était un caïd national, hein, qui était bien au-delà de Marseille, qui s'appelait Farid Berama, qui a été tué en 2006 sur une affaire de machine à sous avec des Corses, pas de lien avec les stupes parce qu'ils sont multicartes. Mais quand Farid Berama meurt, il y a ces 13 lieutenants, comme j'ai lu, hein, il y a ces 13 lieutenants qui s'entretuent entre 2006 et 2010. Donc si on regarde les règlements de compte à cette époque,
on a principalement ce que les flics appellent des beaux mecs, c'est-à-dire des gens qui sont du grand banditisme, des gens qui ont une trentaine, 30, 50 ans et qui sont dans le grand banditisme. Donc ces années-là, les règlements de compte ne sont pas les jeunes. Le premier gamin qui va se faire tuer, il s'appelle Jean-Michel Gomez, c'est en 2009 à Marseille, à Cité du Clos-la-Rose. C'est quand il y a le changement justement de modèle. Alors ça ne s'est pas changé du jour au lendemain, ça a mis 5-6 ans, mais on est passé, pour des raisons pédagogiques, je passe directement au modèle final, mais ça s'est fait de manière... Ça a glissé, ça s'est fait lentement. Maintenant, on a un modèle ubérisé. C'est-à-dire qu'on a... Alors c'est pas pareil pour le shit et pour la cocaïne, mais grosso modo, on a les producteurs, donc cocaïne au Mexique, shit au Maroc, des producteurs qui ont leurs propres bandits, leurs propres cartels. Pour le coup, là, on peut y être. On a du cartel avec des capacités de corruption fortes, de la violence sur place, quelque chose de fort. Ces cartels-là vont avoir des transitaires. Les transitaires sont les bandits issus de la French Connection pour les Français. C'est-à-dire, c'est nos bandits d'antan et leurs héritiers. Ça peut être des jeunes, des Corses notamment qui sont situés au Gabon, qui ont travaillé pour le RPR pendant des années dans la Corse-Afrique. Mais on a aussi des bandits qui ont travaillé avec les socialistes qui sont dans d'autres lieux. On a un banditisme qui a un lien avec la France-Afrique de l'époque. Ça, c'est le côté français. Il faut savoir que les Anglais ont les mêmes, les Hollandais ont les mêmes, les Belges, enfin bref, chaque pays a ses transitaires. Eux, le rôle, c'est qu'ils sont en contact avec les cartels. Un cartel ne parlera jamais à un bandit de cité. Il n'a aucune confiance. Un cartel ne passera jamais directement avec un bandit de cité. Il passera par les casinos qui sont au Gabon, il passera les casinos, pas le magasin, hein, les casinos de jeux qui sont au Gabon. Il faut savoir qu'au Gabon, il y a des casinos très très importants, très huppés. Donc c'est des lieux de rencontre de ces transitaires, donc du grand banditisme national, issu d'un banditisme, enfin des héritiers d'un banditisme qui existe depuis longtemps, qui eux vont transporter des tonnes et des tonnes via des ports, principalement par du fret. Je parle de l'exemple marseillais, mais au Havre, vous avez la même chose, ou alors dans les conteneurs qui peuvent arriver dans le fret à Roissy, ça existe aussi, mais c'est plutôt les ports qui sont concernés. Marseille, il y a 300 conteneurs de charbon de bois qui arrivent par jour à Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc le port de Marseille qui est à côté. Le banditisme fait passer sa drogue dans les conteneurs de charbon de bois parce que la densité de la drogue est de la même que la densité du charbon de bois, donc un scanner des douanes ne peut pas repérer le produit. Il y a 5 douaniers à Marseille qui s'occupent de ça. 5 douaniers à Marseille qui s'occupent de ça. Il y a 300 conteneurs jour de charbon de bois, il y a un scanner. Donc on a compris qu'en fait, il n'y a pas de tentative de contrôle aux frontières. Il n'y en a pas du tout. Donc cette quantité de drogue arrive. Et là, elle est vendue à des semi-grossistes, et c'est là que je parle des dealers, et c'est là que souvent on en fait des chefs, mais ce n'est pas des chefs, c'est des autonomes à un moment donné. Donc vous avez entendu, je vais y venir, des Z-Mafia, tous ces groupes actuels qui existent vraiment, ils appellent d'ailleurs, ils ne veulent pas que je parle d'eux. Donc ces groupes-là sont du grand banditisme avec une forte capacité à la violence, et eux, ils ne vont pas vendre au détail, ils vont vendre à des cités. Et ils vont vendre, par exemple, s'ils reçoivent une tonne, ils vont diviser ça en 3 parties, ils vont vendre à 3 cités. À Marseille, ça va donner 3 grosses cités, la Castellane, Herbel et par exemple Frévalon. Ils vont vendre ces 3 grosses quantités et eux-mêmes, donc eux c'est pour moi les semi-grossistes, qui vont vendre à des détaillants. Et ces détaillants-là, ensuite, vont même avoir des rapports commerciaux avec des plus petites cités. C'est le même produit, si vous voulez. Et à chaque fois, le produit est coupé. C'est-à-dire, pour faire simple, on le mixe, on en fait de la poudre, on met du NA dedans. Le NA, c'est le produit le moins toxique qu'ils peuvent mettre. Et on le coupe parce que le produit sera moins fort en THC, ou alors pour la cocaïne, il y a la même chose, hein, on le coupe aussi. Et ensuite, on le revend, on fait une plus-value là-dessus parce qu'il est plus lourd. Il faut savoir qu'il y a des produits de coupe qui vont jusqu'à l'huile de vidange de voiture en bout de chaîne, parce que pour que le shit ait un aspect gras, ils mettent de l'huile de vidange pour donner cet aspect gras, mais bon, on fume de l'huile de vidange. Donc ça, c'est vraiment les réseaux de stupes les plus petits et les plus cramés de tous, les plus atteints, c'est-à-dire les plus nombreux et de loin. Donc on a donc grossistes, transitaires, semi-grossistes et détaillants. Et les détaillants eux-mêmes, après, ils sont avec des auto-entrepreneurs là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, certes, ça génère beaucoup d'argent, mais ça génère beaucoup d'argent pour ceux d'en haut. Je dirais que l'argent remonte grosso modo jusqu'aux semi-grossistes. Mais en dessous, par contre, il n'y a pas beaucoup de sous, parce qu'il faut sans arrêt se refaire, il faut sans arrêt payer ceux du dessus.
la question policière fait qu'aujourd'hui, on ne remonte plus de filière, puisqu'il n'y a pas de filière. Donc on n'atteint pas de tête, puisqu'il n'y a pas de tête. Donc en fait, le travail policier a évolué aussi, a changé. Ils ont plus de possibilités de remonter une filière comme ça. Ça nous arrive sur le terrain. Le terrain, c'est notre sujet aujourd'hui. La vente au détail et les gamins qui vont tomber dans les stupes. Aujourd'hui, les gamins qui tombent dans les stupes sont les gamins vulnérables. Cette notion est primordiale pour moi, la vulnérabilité, est la notion qui fait qu'on tombe dans un réseau, qu'on n'y tombe pas. Et après, il faut définir vulnérabilité, c'est vaste. Le but d'un trafiquant, d'un semi-grossiste, c'est de ne surtout pas créer de concurrence, de faire le max d'argent. Ça reste quand même un monde ultra-capitaliste. Le but du jeu, c'est quand même de faire du fric pour soi-même. On prend des risques importants, puisque généralement, où on se fait tuer, il n'y en a pas tant que ça, heureusement, parce qu'il y a moins de morts que... Où on va en prison, ou alors on se fait un petit peu d'argent et on arrête. Il y en a quand même pas mal qui font ça aussi, mais ceux-là, on en parle moins, parce que justement, ils sortent tout seuls, ils se font leurs sous, ils achètent une entreprise légale et ils se mettent dans le légal. Il y en a quand même. Et donc, en fait, il faut empêcher justement ce qu'on faisait avant, une redistribution. Ce n'est pas un système redistributif. Quand on entend à la télé que des gamins se font 3 000 euros par mois ou 8 000 euros, qui font du 60 euros jour, 100 euros jour, la théorie est là. C'est-à-dire quand on saisit une feuille de compte d'un réseau de stupes, et si on fait un produit en croix, on obtient ça. Mais la réalité est tout autre. Parce que le but du jeu pour un chef de plan, donc après au niveau d'une cité, c'est légèrement pyramidal, il y a quand même un chef de plan, il va y avoir un gérant, il va y avoir ensuite une armée de choufs et toute une armée, il va y avoir pour les gros réseaux une équipe de sécurité, pour des petits réseaux il n'y a même pas d'équipe de sécurité, enfin voilà, après il y a une organisation entrepreneuriale qui peut un peu différer par réseau, mais toujours est-il que le but du jeu c'est quand même que pas grand monde ne touche d'argent là-dedans. Et donc le but du jeu, c'est d'organiser la dette des autres. Et pour ça, il y a des manières très simples. La police rentre tous les jours dans toutes les cités de France, sans arrêt. Quand on entend les cités sont fermées, la police ne rentre pas, c'est totalement faux. Elle passe son temps à rentrer. Et donc dès qu'une cité rentre, nous à Marseille, il crie aha, aha, ça veut dire attention, il y a les flics. Et quand ça crie aha, le chef de plan se planque. Et après, il trouve un prétexte. Il va vous dire, j'ai failli me faire choper, je ne vous paye pas aujourd'hui. Et puis si ça râle, on casse des gueules un peu. Si en plus il y a une saisie, parce que tous les jours il y a des saisies, tous les jours quelqu'un est interpellé, et donc tous les jours il y a une sacoche avec 1 000 euros dedans. Ce sont les jeunes du réseau qui vont rembourser les 1 000 euros. Et donc ça veut dire gilet gratuit. Ensuite, on va être gilet gratuit aussi quand il y a une saisie, environ, c'est pas 500 euros de shit, il faut rembourser. Quand un minot va en prison, il y avait une tradition ancienne qui s'est perdue, qui était on crée quand un gamin est en prison, pour ses premiers mois, pour qu'il cantine, c'est-à-dire pour qu'il achète, pour qu'il ait une vie un peu meilleure en prison, les réseaux de stupes paternalistes, ceux des années avant 2010, faisaient des sortes de cagnottes et envoyaient l'argent aux minots en prison, aux gamins en prison. Là, aujourd'hui, on te dit qu'on fait des cagnottes, mais les cagnottes qui se font sous la forme de la dette, c'est-à-dire vous travaillez gratuit et on enverra aux collègues en prison, et en fait, ça ne se fait jamais. Et après, il y a des trucs plus sournois, c'est-à-dire un matin, tu arrives, tu embauches, et on te dit il manque 800 euros, il manque 1 000 euros dans la caisse, mais j'ai rien pris. Si, tu as pris, et si tu rebelles, tu te fais démolir. Bref, on t'organise la dette. Et après, il y a une situation toute simple qui s'appelle la cavalerie. D'habitude, la cavalerie, c'est une escroquerie. C'est la plus belle des escroqueries, d'ailleurs. Si moi, on m'avait dit si tu avais dû faire escroc, j'aurais fait quoi? J'aurais fait la cavalerie. La cavalerie, c'est tu fais un prêt, tu prends de l'argent, et après, tu fais un autre prêt, tu fais semblant de rembourser ce prêt, tu fais ça 10 fois, et à chaque fois, tu fais 10 prêts sans jamais les rembourser, et tu t'en vas. C'est la cavalerie. Eux, ils ont une cavalerie inverse, c'est la cavalerie de la dette. C'est-à-dire ils doivent 1 000 euros à un réseau, ils vont vite travailler pour un autre réseau pour se refaire 1 000 euros. Ils ont 1 000 euros de dette, etc., etc. Ils vont faire ça 10 fois. Et ils arrivent à 10-15 000 euros de dette avec 10 réseaux, 10 ennemis. Et là, ils sont dans une merde absolue. Ça génère 2 comportements. La plupart du temps, une apathie totale, une détresse absolue, une fuite permanente des éducateurs, des parents, de tout ce qui peut être... tout ce qui pourrait venir en aide, c'est-à-dire parce qu'eux, ils considèrent que venir en aide, c'est leur enlever la possibilité de rembourser leurs dettes. Donc il ne faut surtout pas qu'on t'aide, il faut pouvoir continuer à jobber, à travailler. Et après, il y a ceux qui vont devenir violents, qui sont très peu nombreux, mais on en parle, et ceux qui vont devenir violents, ils disent perdu pour perdu, moi je vais buter.
Donc perdu pour perdu, je vais voler du shit, je vais voler du fric, je vais récupérer un terrain, donc une cité où ça se vend bien. Et donc ceux-là, qui sont heureusement peu nombreux, vont basculer dans une grande violence. Le point de départ est toujours le même, on va chercher la vulnérabilité. Comment on rentre dans les stupes? Les vulnérables, la vulnérabilité, c'est une faiblesse qui s'exploite. Ça veut dire tout simplement dire qu'une faiblesse dans un quartier, je ne vais même pas choisir un quartier riche, un quartier classe moyenne, classique, normal. On a une faiblesse, on a un gamin par exemple qui a une appétence à la violence, qui aime bien torturer, emmerder les chats, je ne dis pas que c'est bien, mais ça arrive très souvent quand même, qui a une appétence à la violence, un ado qui fait ça. Tu es dans un quartier classe moyenne, il ne se passera pas grand-chose, tu vas juste devenir un petit con plus tard, ça ne va pas être plus que ça. Tu fais ça dans un quartier que je dirais avec une toxicité autour de toi, ben, ta violence va être exploitée, on va la valoriser. C'est-à-dire qu'on va dire, là on en tient un qui aime mettre des coups, on va le cultiver, on va lui montrer des vidéos qui vont plus loin. C'est un peu le système des sectes, hein, de l'endoctrinement. Hein. On va te montrer des vidéos, on va te filer de la coke, on va te récompenser à chaque fois que tu casses la gueule à quelqu'un. Alors au début, tu casses la gueule, puis après tu casses un bras, puis après tu scarifies, puis ça monte toujours plus. Évidemment, il y en a, ils ont des seuils. Il y en a, ils n'arrivent pas à passer plus haut au niveau violence, ils vont au max de ce qu'ils peuvent faire. Et ça sélectionne en bout de chaîne le pire du pire. On a eu des exemples à Marseille, notamment un Parisien qui s'appelait Maréco, qui est venu faire une carrière à Marseille, comme quoi il n'y a pas que les Marseillais qui s'exportent, qui a pris la cité de la Bustrine et qui a torturé à peu près tout ce qui a bougé. Il a fait venir ses collègues parisiens, ils ont coupé des doigts, arraché des yeux, enfin, ils sont allés très loin. Il a pris 25 ans de prison pour acte de barbarie. Et on a eu le gamin qui s'appelait Matteo, qui a tué un minima de 8 personnes. Et lui, pareil, fascination de la violence qui a été exploitée. Il a notamment été monté en formation, lui aussi, en région parisienne. Il a fait la sécurité, donc c'est le poste le plus dangereux d'un réseau de stupes parisien. Une fois qu'il était bien formé, il est redescendu à Marseille, il est devenu tueur là-bas. Pour moi, il était dans un suicide social, puisqu'il faisait tout à visage découvert, il faisait des vidéos pour dire c'est moi, c'est moi. Il voulait qu'on le bute ou qu'on l'attrape. C'est une forme de suicide quelque part. Mais lui, pareil, c'est un minot de qui on a travaillé une vulnérabilité, c'est-à-dire une appétence à la violence. Mais après, il y a des vulnérabilités toutes bêtes, qui ont des réponses toutes bêtes. Il y a comment on fait tomber les gamins dans les stupes. Il y a quelque chose qui s'appelle faire le sandwich ou faire la canette. C'est-à-dire, le gamin, il rentre du collège. Un petit sixième. Hein. Sixième, on est trop petit pour faire des stupes. C'est-à-dire qu'on te dit rajeunissement des jeunes dans les réseaux, c'est une connerie. Les jeunes qui sont dans la délinquance le sont toujours à peu près vers l'âge de la quatrième, vers 14 ans. Avant, tu n'es pas assez compétent. Avant, tu n'as pas la patience, tu n'écoutes pas enfin, je sais pas, pour ceux qui ont des gamins, qui ont eu des gamins de 10, 11, 12 ans, moi, les miens, ils risquaient pas d'être dans les stupes, ils n'étaient pas assez dégourdis. Alors qu'aujourd'hui, ils sont plus grands, ils pourraient. Mais à l'époque... donc quand tu as 12 ans, 13 ans, à part quelques cas rarissimes, les gamins sont malléables, on peut les exploiter, mais ils ne sont pas compétents. Donc eux, le but du jeu, c'est de les attirer, de les faire un peu rêver, ce que j'appelle le Kalachnikov Dream, qui est le lifestyle, drogue, stup. C'est quelque chose, le milieu de la mode, le milieu du rap. Le milieu du rap est particulièrement pernicieux dans ce monde-là. Le milieu de la drogue, le milieu du rap, mais même la télé s'est saisie de cette culture stup, là, cool, soi-disant. Et ça permet d'alimenter ce Kalachnikov Dream. Une des méthodes, c'est donc faire la canette. C'est un gamin sort du collège, il rentre chez lui et il y a un petit guetteur. Ils sont tous sympas. Hein. Une cité de stupes, c'est une cité sympa. Les gens sont sympas. Il faut pas imaginer que ceux qui ont vu Bac Nord, c'est un peu enfin, si vous voyez Bac Nord, le monde réel, c'est à peu près l'inverse exactement de ce film. Une cité de stupes est totalement cool. C'est-à-dire que les parents laissent les enfants dehors parce que justement c'est sécurisé. Les petits guetteurs font ralentir les voitures. Il n'y aura jamais d'enlèvement. Il n'y aura jamais de problème dans une cité de stupes. Donc en fait, c'est des cités qui vont bien en apparence. Mais le gamin, quand il passe, on lui dit tiens, voilà 5 €, va me prendre la canette, je ne peux pas bouger moi. Je ne peux pas bouger de mon poste. Et quand le gamin, dès l'âge de, ça arrive de 7-8 ans, revient, il garde la monnaie. Il dit garde la monnaie. Ah, c'est vachement bien. Quand tu te fais 2 € juste pour avoir acheté une canette et que tu en fais 4-5 dans la journée, ben, tu peux te faire un McDo derrière. C'est la fête. Ils font un McDo. Pour eux, c'est des Pablo Escobar dans leur tête. Et donc, ça va donner... tout travail mérite salaire. Ils ont compris ça. Et donc, ils seront beaucoup plus faciles, ceux-là. On aura créé cette vulnérabilité. Ils seront beaucoup plus faciles à faire tomber dans les stupes. À Marseille, j'ai constaté un truc
que j'attendais pas du tout. Énormément de gamins sont tombés dans les stupes parce que les parents, qui ne sont pas du tout des missionnaires, c'est rarissime, les parents travaillaient. Un papa agent de sécurité qui finit vers 21h, 22h, et une maman qui fait des ménages à l'autre bout de la ville avec des transports en commun. Je peux vous dire que ceux de Marseille, vous imaginez même pas par rapport à Paris. Hein, c'est une amibe, hein, Marseille. Hein, si c'est un système nerveux, les transports en commun, Marseille, c'est une amibe. Hein, il y a un truc. Hein. Donc, aller travailler du nord, des quartiers nord dans le sud, une femme de ménage fait dans les quartiers riches, ben, il faut 1h30, 2 heures de transport. On va plus vite à Paris en train presque. Et donc, tout le monde finit tard. Le gamin se retrouve sans clé. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu le réflexe de filer une clé au gamin. De toute façon, le réseau, enfin, la cité, elle va bien, il joue au foot, c'est cool, quoi. Et en fait, le gamin n'ayant pas de clé, ben, il était soumis à la canette et à faire le sandwich. Et il a été valorisé par des jeunes du réseau. Et le Kalachnikov, lui, me fait le reste. Et le voilà dans les stupes. Il aurait eu une clé. Il ne rentrait pas dans le réseau. Moi, j'arrête pas de le dire aux bailleurs sociaux. Est-ce que vous faites des clés pour les gamins, mais automatiques, vous demandez rien aux parents, les parents, ils y pensent même pas. C'est quand même, il y a des fois des familles compliquées, qui sont volontaires, mais qui n'ont pas le réflexe, quoi. Et on a calculé que ce serait grosso modo 4 000 € de clés à l'échelle de la ville. Pour 4 000 €, tu vas sauver peut-être par an 30 à 40 gamins. C'est tellement simple que tu dis pourquoi on ne le fait pas. C'est quelque chose voilà, une vulnérabilité qui, elle, se corrige facilement et vite fait. Donc il y a toutes sortes de vulnérabilités avec des gosses en bout de chaîne qui sont endettés quand ils sont dans le réseau. Et la dette va se creuser, va se creuser, va se creuser avec ceux qui vont basculer dans l'apathie, la plus totale, la consommation de stupes, principalement du shit, mais quand il faut être un peu vif, il faut prendre de la coke. Ça, c'est un phénomène nouveau. Ça prenait pas de coke avant dans les quartiers, maintenant. Ça prend de la coke. Ça prenait pas d'alcool. À Marseille, j'ai vu arriver l'alcool dans les quartiers, je veux dire, chez les dealers. Vous savez, dans la bouteille de cristalline, là, où ils font semblant d'avoir du jus de pomme ou de mentalo, mais en fait, c'est de la vodka la plupart du temps. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. C'est arrivé en 2015, 2016. Et là, il y a eu un phénomène. Alors là, pour le coup, peut-être que Marseille, j'en sais rien. Il y a eu la mafia nigériane qui est arrivée à Marseille. Alors, j'utilise rarement le mot mafia parce qu'il y en a peu des mafias finalement. Et là, c'est une vraie mafia, c'est-à-dire des Nigérians au Nigeria qui envoient à travers le monde, et notamment en France, des gens, pas forcément des jeunes, qui envoient des familles entières en gardant une autre partie de la famille au pays. Et si on n'envoie pas régulièrement de l'argent, ils torturent les gens au pays. Donc ils obligent une population à ramener de l'argent de toutes les manières possibles. Donc de 2 manières principales, 3 je dirais, les cambriolages, braquages, les trafics de stupes, la prostitution. Quand ils sont arrivés à Marseille, ils étaient plutôt très violents. Le banditisme marseillais est plutôt un banditisme discret, et à part quand ils s'entretuent, mais discret et plutôt peu violent, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire ils ont plutôt tendance à essayer de faire qu'on ne se mette pas la police sur le dos, on ne se mette pas des problèmes sur le dos. Les Nigérians arrivent, et là, c'est ultra violent. Donc, il y a eu une alliance un peu secrète entre la police et les réseaux de stupes marseillais pour éliminer la mafia nigériane. Mais entre-temps, il y a eu 2 phénomènes. Les petits dealers marseillais ont constaté que les dealers nigérians faisaient travailler les femmes dans la prostitution. Et eux qui sont surendettés à Marseille, je parle des petits réseaux, parce que le réseau de la Castellane, il ne fait pas ça. Le réseau de la Castellane, il fait rentrer ses sous. Mais des réseaux importants à Marseille, il y en a 4-5, des gros réseaux. Tous les autres, c'est des petits réseaux qui vivent sur les gros réseaux. Donc en fait, l'immense majorité des réseaux de stupes sont des réseaux de crevards, de survie. La grosse majorité. Ce qui veut dire que quand il est super endetté, l'une des solutions, c'est de faire travailler la copine. Et là, ils deviennent ce qu'on appelle les lover boys. Le lover boy, c'est un gamin, souvent un mineur, hein, qui fait travailler sa petite copine, au début en lui disant si tu le fais pas, je me fais buter, c'est de ta faute. Et donc la fille, pas tout de suite, mais en quelques étapes, que moi je décris dans le livre, elle finit par le faire. Et puis après, c'est avec les copains, et puis après c'est dans des squats avec plein de monde. Alors le paradoxe, c'est que ces filles-là, où est-ce qu'ils vont les chercher? Ils vont les chercher dans les centres de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, dans les foyers. Tous les foyers, à Marseille, mais je pense qu'il n'y a pas de différence ailleurs, sont surnommés les foyers des putes, toutes. C'est-à-dire que la totalité des foyers du département des Bouches-du-Rhône, et j'imagine de France, sont de filles qui ont été sorties de chez elles, principalement souvent pour des raisons de violence intrafamiliale,
vont être, pour au moins une moitié, laissés à des loverboys, des gamins violents, qui viennent, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur survie en jeu, qui viennent chercher des filles pour les prostituer. Et ils vont les chercher là, pourquoi? Parce qu'ils cherchent des vulnérables, des filles qu'on va droguer facilement. J'ai entendu parler des ballons. Les ballons, c'est les protoxydes d'azote, c'est les bonbonnes qu'on trouve partout maintenant. C'est un désastre absolu. Ces bonbonnes servent à faire, soi-disant, enfin c'est le cas d'ailleurs, de la chantilly. Et ça s'achète sur Internet pour 15 €, on en a une trentaine. Et donc, les bonbonnes, c'est terrible, hein, parce que la première fois, moi j'ai pris une fois pour voir, parce que quand j'écris, il faut voir, il faut que je teste. En fait, c'est comme le poppers, tu rigoles, t'es mort de rire. T'es mort de rire, ça dure une vingtaine de secondes, ça s'arrête. On sent bien que c'est chimique, mais ça s'arrête là. Mais si t'en prends, au-delà du mort de rire, tu n'es plus sensible à ce qui t'arrive. Il peut faire chaud, tu peux avoir faim, on peut te violer, on peut te mettre des coups dans la gueule, c'est pas bien méchant, c'est pas grave. T'es sous protoxyde d'azote. Donc ils mettent les filles sous protoxyde d'azote, sous ballon. Elles sont en permanence, avec des ballons en plus on dirait des gamines, elles ont des bagues aux dents et des ballons à la main, c'est surréaliste comme image. Elles prennent ça et après on les prostitue. Il y a tout un truc avec les vidéos, c'est assez sordide et crado et ça se passe dans des squats. Et c'est totalement lié au stup. Ça c'est un phénomène qui monte à peu près, le confinement démultiplie ça. Le confinement a fait beaucoup de choses sur les réseaux. Quand il y a eu le confinement, il y a eu une partie de la bourgeoisie parisienne qui s'est satisfait de pouvoir écrire des livres et arroser ses plantes et regarder les plantes pousser. Et après, il y a eu une immense majorité des milieux populaires français qui s'est retrouvée entassés les uns dans les autres dans des appartements entre personnes qui n'ont pas l'habitude de cohabiter aussi longtemps ensemble. Ça a donné lieu à énormément de problèmes et énormément de violences intrafamiliales. Beaucoup de femmes se sont fait cogner dessus et les gamins au passage. Les premiers qui partent sont les ados. Mais eux, ils partent tout seuls. Les garçons partent. Ça se passe tellement mal, on s'en va. Mais quand on s'en va, il faut aller dans un squat. Et les squats, il faut bien un peu avoir une subsistance. Il n'y a que le réseau qui te paye. Et le réseau te paye en sandwich. Il te paye ou en tacos. Il ne te paye pas en argent. Ben, c'est de la subsistance pure. Donc on est dans des squats crasseux, avec des punaises de lit, et on deal gratuitement. Voilà, pour le gîte et le couvert, je dirais, et les piqûres de punaises de lit. Ça, c'est les ados qui vont eux-mêmes ensuite générer des dettes qui font qu'ils vont devenir, pour certains, des loverboys, des violents, et la plupart des apathiques complètement ruinés. Et les filles, elles, par contre, elles partent plus rarement en fugue, ça c'est plus rare, parce que c'est beaucoup plus dangereux, donc elles ne le font pas. Et généralement, elles étaient placées. Donc là, d'un seul coup, on a eu les foyers qui ont gonflé. C'est-à-dire on met sous protection des filles qui se retrouvent dans des foyers. Et une fois dans ces foyers, elles sont la proie des ados qui étaient partis et qui sont devenus des loverboys. Donc on est dans un système totalement terrible, horrible, généré par les stupes, et qui a vraiment gonflé là, voilà, 2019-2020, ça a explosé, et aujourd'hui on est dans un niveau de prostitution de mineurs. Quand j'en parle avec la police, ils disent nous on est organisé pour une prostitution de trottoir. C'est-à-dire eux, leur travail, il est fait pour je parle de Marseille, on a les Albanaises, les Bulgares, et ils ont les Camerounaises. Voilà. Et d'habitude, ils ont ça, prostitution, dont les proxénètes sont au pays, avec des mères maquerelles, un truc assez connu. Et eux, ils sont organisés là-dessus, ils savent travailler. Par contre, cette prostitution que j'appelle d'opportunité, peu organisée, avec des gamins qui ne réalisent pas que quand ils vont se faire choper, ils vont prendre plus de prison que pour les stupes. Cette prostitution-là n'est pas vraiment prise en compte par la police, mais pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que ce n'est pas l'organisation. Et il y a toujours un décalage de 2-3 ans entre le moment où tu es organisé comme il faut et le moment où il y a le problème. Ça, pour moi, au niveau de l'ASE, c'est une urgence absolue. D'ailleurs, les aides sociales à l'enfance sont très contents que je raconte ça. Ils ne se cachent pas derrière ça. Ils sont très contents que ça se raconte, au contraire. Hein. Et donc voilà, là, une situation, moi, c'est toujours assez dur ce que je raconte. Et le phénomène de vulnérabilité, pour moi, le sujet qui est le principal. Si on aide les populations vulnérables, c'est-à-dire déjà si on répertorie les vulnérabilités et qu'ensuite, il y a deux solutions. Soit on fait que la faiblesse ne se mette pas en place. Par exemple, si une des faiblesses, c'est une famille a connu un règlement de compte, dans la famille, un gamin a été tué,
et que cette famille-là n'est pas relogée, c'est-à-dire qu'elle reste dans la cité où elle est, c'est une famille qui va être harcelée sans arrêt, et cette famille-là aura les autres enfants qui tomberont dans les stupes. Ben, si cette famille-là, c'est une faiblesse qui est facile, on prend cette famille, on la met ailleurs. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Et de l'autre côté, quand on a une vulnérabilité, ben, je vais prendre un autre exemple que je n'ai pas donné là, des personnes handicapées, les personnes un peu baba, hein, un peu, les gens qui sont débiles légers, hein, il y en a partout. Hein. Ben, ceux-là, ils ont une vulnérabilité qu'on va pas, une faiblesse qu'on ne va pas modifier. Par contre, il faut aussi penser à travailler sur leur vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas exploités. Aujourd'hui, un gamin qui a un problème psy est immédiatement utilisé par un réseau de stupes, mais tout de suite. Donc, en fonction de ses compétences. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut tout le temps travailler sur les vulnérabilités. Voilà, pour moi, c'est une notion générale. Je pourrais durer plusieurs heures sur ce sujet-là, mais je crois qu'on ouvre à des questions, c'est ça ? Bonjour et merci. Moi, je suis sociologue et je me demandais du coup, vous, en tant que journaliste d'investigation, comment ça se passe le travail de terrain et comment ça se passe quand vous travaillez avec des gens dont la sécurité tient au secret. Voilà. Et vous, votre sécurité, du coup ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors moi, j'ai grandi dans les quartiers populaires. C'est-à-dire, on dit souvent que je travaille sur les stupes depuis 20 ans. Non, j'ai bientôt 50 ans. Ça fait 40 ans que je travaille sur les stupes. Puisque ça fait... j'ai grandi dans ces quartiers-là. J'ai de nombreux copains qui ont basculé du mauvais côté, d'autres qui ont basculé contre ceux qui luttent. Enfin, assez classique finalement pour les gens de ces quartiers. Donc c'est un sujet que je connais depuis longtemps. Quand j'étais étudiant, j'étais agent de sécurité pour gagner ma vie. Et c'est un milieu où il y a beaucoup de voyous. Et donc j'ai toujours fréquenté ce milieu-là. J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai été menacé plusieurs fois, j'ai eu des protections policières. Souvent, je les refuse parce que la protection policière met un regard plus fort sur toi. Au lieu de te protéger, moi, je pense qu'elle te cible. Mais ce que je fais surtout, c'est que j'essaie d'être réglo tout le temps. Je travaille toujours en disant qui je suis. Je ne fais jamais je n'achète jamais de produits. Par exemple, moi, j'ai pu acheter de produits depuis que j'étais lycéen presque. Hein. Donc, au XXIe siècle, j'ai jamais rien acheté. J'ai jamais fait semblant même de le faire. Et donc, je me dis qui je suis. D'autant plus maintenant que je suis un peu connu. Ils peuvent me googliser aujourd'hui. Donc, j'y vais encore moins à visage masqué. Mais ce qu'il faut faire, c'est... déjà, j'ai une formation d'éthologie, moi. C'est particulier, mais étude des comportements des animaux ou des humains dans leur animalité. Donc j'ai une méthode qui est proche de ça, c'est-à-dire d'être au bon endroit au bon moment et sur les sujets possibles. C'est-à-dire je ne vais jamais interviewer un guetteur pendant qu'il guette. Je vais l'observer pendant qu'il guette et ensuite... je vais lui payer un truc à bouffer en centre-ville et on va discuter à ce moment-là. J'ai toute une série de méthodes qui sont trop longues à détailler là, qui prennent en compte tout ça. Je fais un truc tout bête qui est primordial, c'est toujours se mettre à la hauteur de celui que tu interviews, physiquement. C'est-à-dire moi qui suis grand en taille, je me mets accroupi, tu fais semblant de m'étirer les jambes, je me mets toujours à la hauteur et j'adopte toujours un niveau de langage sans me ridiculiser qui est équivalent. Je ne vais pas jusqu'à parler wesh et à utiliser 12 mots, je ne le fais pas. Mais par contre, je vais faire attention à ne pas faire des phrases trop construites. Si en face, je n'ai pas des phrases construites, je ne veux jamais être écrasant. Je ne prends pas de carnet, sauf dans certaines interviews quand vraiment je suis depuis... que la confiance est vraiment en place, là oui, mais sinon je ne prends pas de carnet, j'enregistre sur mon iPhone, dès que j'ai vu quelque chose, je vais me mettre à l'abri des regards, parce que ce qui compte dans ces milieux-là, c'est que tout le monde regarde tout le monde. Ce n'est pas une optique, tout le monde se surveille. Instantanément, toi tu es surveillé, mais celui qui te surveille est surveillé par l'autre, etc. Il faut comprendre ça. Et donc ce qui fait qu'il faut toujours être caché quand on fait quelque chose. Pour faire simple, il faut connaître le système dans lequel on est. Alors ça, c'est de l'éthologie pure. Hein. Il faut connaître le système pour pouvoir se mettre dedans, avec une difficulté importante, qui ne marche pas à chaque fois, c'est que ta présence, parfois, modifie les comportements. Or, tu veux observer des comportements tels qu'ils sont sans que tu sois là. Ça, c'est difficile. Des fois, le simple fait d'être là va générer une agitation qui n'existe pas. Notamment quand les télés arrivent et disent « Regardez, à peine on arrive dans la cité, tout le monde nous saute dessus ».
Oui, mais c'est normal. Tu arrives avec une caméra dans une cité, oui, tout le monde va te sauter dessus, c'est logique. Mais tu fais ça dans une résidence de riche, il va t'arriver la même chose. Ce que veut dire, c'est que c'est pas normal qu'une télé arrive comme ça, sans préparation, tout ça. Donc moi, des fois, je prends en compte le fait que ma présence provoque des choses. Je m'en rends compte, j'essaie de pas l'écrire ou de faire ce qu'il faut là-dessus. Mais après, c'est vrai que des méthodes, j'en ai beaucoup, qui viennent de l'éthologie et qui viennent aussi de mes années de faits diversiers, de relations aussi avec ces gens, pas que ces jeunes, hein, parce que j'ai une relation avec le grand banditisme aussi. Alors là, tu passes par les avocats, hein, c'est tout simple. Hein. Par les avocats. Si tu connais Dupond-Moretti, tu connais à peu près tous les gros bandits de France. Hein. Alors on va reprendre une dernière question et après il faudra vraiment vous laisser le temps de pause. Ce sera que 10 minutes de pause hein, du coup. Mais par contre, il me semble que vous restez aujourd'hui un petit peu avec nous. Oui, je m'en vais vers 13h. Alors ce midi, vous pouvez lui sauter dessus pour les questions qu'on n'aura pas. Il faudra aller très vite. 100. Filme à l'iPhone. Bonjour, je m'appelle Héloïse Marie. Je travaille au sein d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Inside, qui lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs dans les Alpes-Maritimes, et notamment sur le phénomène des prostitutions des mineurs. Et nous, on voit très clairement, nous, on suit nos jeunes et on emploie des méthodes de la virtualisation maintenant. C'est-à-dire qu'on passe notre vie sur Instagram, on est devenus des geeks. On passe notre vie sur Instagram, on les suit sur Snap, etc. Deux questions. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'ils ont disparu des plateformes. On pense que se sont créées des plateformes autres, type Discord, oui. Telegram moins, parce qu'il y a des poursuites maintenant beaucoup plus... récemment, en tout cas, beaucoup plus importantes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la police n'est pas du tout en mesure de répondre à ces attentes. On travaille un peu avec l'OCRET et concrètement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils démantèlent que des gros réseaux, sauf que les réseaux de prostitution de mineurs, c'est des petites structures. Et ça, c'est ma première question, c'est comment on fait pour accélérer un peu le tempo, parce qu'au niveau du 119, elles sont 2 à travailler, donc le numéro national, hein, sur ces questions-là. Et nous, à notre niveau, on est une équipe de 3. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Donc on ne peut pas dire exploitation sexuelle des mineurs et pas mettre les moyens. Et le deuxième sujet, c'est un sujet très concret d'organisation, c'est qu'on voit aussi que les phénomènes des loverboys est un peu en diminution et que nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes de filles qui se constituent, qui se lancent des challenges Instagram pour se faire la compète. En gros, à qui serrera le plus de michto. Et comment on fait pour répondre à ces enjeux-là? Et surtout, du coup, ça crée encore un phénomène numérique nouveau. Voilà. Et j'ai 3 minutes. Non, mais c'est faire court. Hein. Sur la présence, en fait, à partir de 2015, les réseaux sociaux se mettent vraiment à exister. Avant, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et au moment du Covid, il y a une accélération. Donc, en effet, des plateformes comme Mime et Coco, qui aujourd'hui sont dans la tourmente, mais qui étaient soi-disant une sorte de Facebook pour jeunes et qui sont devenus des lieux de prostitution de mineurs. Au début, c'était ça. C'était tout simplement, tu mets une fille, ses prestations, des photos, et voilà, tu te connectes et tu fais avec. Aujourd'hui, ils sont venus à un fonctionnement, parce que le problème, c'est que quand tu te fais choper, tu fais de la prison. Donc en effet, les loverboys, ça va, ça vient. Au bout d'un moment, quand on a chopé, il y en a un peu moins, mais il y en a encore pas mal. Hein. C'est quand même un phénomène qui existe toujours. Les gars, s'ils doivent 10 000 euros, il faut qu'ils fassent des sous. Tant pis, ils prennent le risque. Ils prennent le risque de prostituer. Hein. En effet, les groupes de filles, ça existe aussi. Ce qu'on a, c'est que ce qu'ils appellent travailler à la puce. Travailler à la puce, c'est travailler avec un numéro de téléphone, ils appellent ça la puce. Et une puce vaut, je sais pas moi, 50 clients du shit et 20 clients des stupes. Ça veut dire que sur cette puce, le dealer n'est pas toujours le même, c'est toujours la même puce. Donc, sur cette puce, des clients arrivent et disent « Bon, mais je viens, je prends 5 barrettes. » Ok, je prends 5 barrettes, ben tiens, tu as une pipe pour 5 barrettes. C'est la promo, c'est la pipe. Donc, la fille, elle va être payée ou pas la plupart du temps pour faire les promos, quoi. Elle va être là pour ça. Donc, c'est devenu un argument de promotion. Tu vas avoir des réductions sur des passes parce que tu es un bon consommateur. Et donc, la puce, elle vaut parfois la même puce, vaut pour des clients prostitution et des clients stupes. Ça, c'est un premier truc. En effet, ils sont passés plutôt sur les Telegram, Discord, y compris sur Telegram. Moi, à un moment, par mes connaissances, je m'étais mis pour le temps d'écrire le livre. Mais après, moi, je m'enlève toujours parce que j'ai beaucoup
j'ai travaillé beaucoup sur les stupes, mais je travaillais aussi beaucoup sur l'extrême droite. J'ai infiltré infiltré, c'était à mon nom, hein, mais pendant 2 ans, j'ai travaillé dans les groupuscules d'extrême droite français, et j'ai fait le tour. Et donc, j'étais aussi dans tous les réseaux. Ce que je fais toujours, c'est que moi, j'enlève tout ça, je ne veux pas le laisser pour pas qu'un jour, au niveau judiciaire, on me mette des problèmes en faisant croire que je suis tombé dedans. Donc je m'enlève toujours des trucs, mais pendant toute l'écriture de mon dernier livre, je me suis mis sur tous ces réseaux-là, en faisant attention à ne pas faire que ça, parce que ça rend fou, je préfère le terrain. Et en effet, on est dans les vidéos TikTok de filles hyper sexualisées, mais avec la prestation en plus. C'est-à-dire que la vidéo TikTok qu'on peut voir aujourd'hui de façon légale, de la fille qui est une bombe atomique et qui est un peu coquine, mais ça ne va pas plus loin. Mais là, il y a la même chose, sauf qu'il y a des tarifs et de ce qu'elle fait. Et il y a rarement le numéro, mais il y a un endroit où tu peux accéder à l'endroit où elle sera à telle heure, tel jour. Sur les groupes de filles, c'est un phénomène qui est assez connu, ça. C'est-à-dire que ensuite, les loverboys, au bout d'un moment, sont attrapés ou tombent eux-mêmes de leur côté pour stup. Et la première fille qu'ils ont lancée fait un peu d'argent. Et elle amène avec elle des copines sur fond de « on s'amuse », mais en fait, elles sont souvent détruites. Hein. Elles sont détruites au protoxyde d'azote. Et puis, 15-20 passes jour, elles font comme si ça ne posait pas de problème. La réalité, c'est que généralement, si vous travaillez là-dedans, vous le savez mieux que moi, elles sont totalement anéanties psychologiquement parlant. Et parce qu'elles sont anéanties, elles sont dans un phénomène où elles vont au bout de l'anéantissement. C'est-à-dire, quitte à mourir, autant y aller franchement. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout et on va se prostituer jusqu'au bout et on amène tout le monde avec. Comment arrêter ça? Moi, j'en ai aucune idée. Les autorités ne prennent pas en compte ça. Il y a 3 gendarmes qui travaillent sur les stupes et la prostitution en ligne pour les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire rien. Parce qu'en plus, c'est facile en théorie, hein, mais il faudrait mettre des moyens. Bon, c'est toujours pareil, question des moyens. Donc les places net XXL, c'est-à-dire aller attraper des petits dealers endettés, enfin c'est même pas des dealers, des petits guetteurs endettés, et faire passer ça pour des dealers en disant on a attrapé du monde, ça c'est totalement inutile. Si on prend ce pognon-là et qu'on le met sur le web, ça aurait peut-être une petite utilité. Par contre, en termes de gains politiques, c'est-à-dire statistiques, ben, c'est moins bien. Donc après, il faut voir, est-ce que tu veux des gains politiques ou est-ce que tu veux des gains réels? Il y avait une élue, elle n'est plus là, elle n'y est pour rien, mais c'est toujours le même truc, quoi. Hein, dire, il faut le temps de l'efficacité sociale et policière, dans les 2 cas c'est pareil, il est long, et le temps politique il est court. On est toujours soumis au même problème. Et je n'ai pas la réponse. Hein. Bah merci infiniment. Désolée, il faudra. Là, on a vraiment dépassé. Ça va pas être correct pour les suivants. 5 minutes, en fait, le temps de changer. Merci infiniment. On vous laisse du coup le temps de changer de salle et normalement vous allez voir aux pauses, c'est le moment d'aller sur les stands, du coup ça va être un peu restreint sur cette pause-ci, mais ils seront là sur l'heure du midi parce que du coup il y a pas mal de partenaires qui tiennent des stands, n'hésitez pas à y passer. Merci à tous.